Bonjour à tous. Donc, on va aborder donc, la partie du cours sur risque et rentabilité. D'accord? Donc, dans ce cours, on va s'appuyer, comme on le fait jusqu'à présent, hein, on va s'appuyer sur l'ouvrage Finances d'entreprise, hein, que je vous montre là. Voilà. Qui nous sert de support pour ce cours. Et on en est donc à cette partie où on va introduire eh bien, la notion de risque. Donc, je vais essayer de présenter cette notion-là de manière la plus simple possible. On va avoir besoin, bien sûr, de mobiliser de nouveaux outils, notamment des outils en probabilité. Alors, il y a beaucoup de choses, j'imagine, que vous connaissez. Donc, il y a des éléments qui seront des éléments de rappel, mais bien sûr, notre objectif, nous, c'est d'appliquer ça, d'appliquer ces éléments de probabilité à l'analyse donc des marchés financiers. Okay, donc, ce chapitre 10, il s'intitule « Marchés financiers et mesure des risques ». Alors, je vais d'ailleurs, excusez-moi, mettre les diapositives à l'écran. N'hésitez évidemment pas à m'interrompre si vous avez des questions, mais le cours d'aujourd'hui est, est relativement facile. Je n'ai pas d'inquiétude. Voilà. Donc, vous pouvez m'interrompre pour me poser des questions. N'hésitez pas, vous pouvez le faire à l'oral. Et vous pouvez également utiliser le chat si vous préférez. Okay, alors, allons-y hein, sur ce chapitre 10, sur la mesure du risque. Hein. Encore une fois, une petite parenthèse, je le rappelle, jusque-là, on avait considéré la façon dont, en finance, on gérait le temps. Et je vous disais au tout début du cours, hein, souvenez-vous, il y a deux piliers quand on traite de finance, c'est le temps et le risque. Donc le temps, on a vu ça très largement, c'est les 9 premiers chapitres de l'ouvrage. Hein. Et puis maintenant, on aborde cette notion de risque. OK, allons-y. Alors, on va introduire un certain nombre de concepts clés que l'on doit initialement à Harry Markowitz. Harry Markowitz, dans les années 50, est en thèse à l'Université de Chicago. Et Harry Markowitz va véritablement révolutionner la théorie financière et la pratique de la finance. Il va révolutionner la théorie financière en introduisant justement des outils mathématiques, des outils probabilistes pour examiner donc la dynamique des cours boursiers. Jusque-là, hein, dans les années 40, 50, l'approche en finance, elle reposait sur l'analyse des entreprises, sur, je dirais presque aujourd'hui, des éléments de comptabilité d'entreprise. Harry Markowitz va adopter une approche beaucoup plus abstraite, conceptuelle, en introduisant donc ces outils mathématiques. C'est une vraie révolution à l'époque. Hein, on n'a pas l'habitude d'utiliser ces outils pour parler de finance, même si il y a eu des précurseurs, Harry Markowitz, hein, notamment un Français en 1900, hein, Louis Bachelier, qui est, pour les historiens, donc un des tout premiers à avoir utilisé donc, les probabilités pour mieux comprendre, mieux appréhender les marchés financiers. Mais les travaux de Louis Bachelier, et avant cela, on a aussi des travaux de Jules Regnault, enfin, au 19e siècle, ces travaux-là restent quand même plutôt confidentiels et il faut attendre donc les années 50 et Harry Markowitz pour vraiment qu'on entre de plein pied dans, dans la théorie financière moderne. Et donc, Harry Markowitz va être un pionnier dans cette théorie financière et dans la théorie du choix de portefeuille. D'accord. Pour ses travaux, Harry Markowitz, d'ailleurs, sera récompensé par le prix Nobel en 1990. Donc, Harry Markowitz va introduire vraiment plusieurs notions clés qui sont aujourd'hui absolument fondamentales. La notion, le couple rentabilité-risque. Hein. Il va représenter chaque titre financier. Alors, on va beaucoup parler des actions, mais de manière générale, chaque titre financier va être représenté par ce couple rentabilité-risque. Il va aussi introduire le concept de diversification et il va, dans ce chapitre-là, on va aussi distinguer différents
types de risques, hein, risques spécifiques, risques de marché. Pour le moment, je ne définis pas ces termes, mais c'est ce qu'on va voir ensemble dans la suite du chapitre. Okay. Donc vraiment un tournant majeur dans les années 50 à l'Université de Chicago sur la base des travaux de Harry Markowitz qui seront repris ensuite et développés par d'autres auteurs qui auront eux aussi le prix Nobel. Je pense à James Tobin, je pense à Sharp notamment, mais ça, on verra un peu plus tard dans les chapitres 11 et 12. Okay. Alors on y va, hein. Vous avez le plan ici, très simplement. Aujourd'hui, on va quand même donner beaucoup de définitions et bien sûr faire quelques exercices ensemble. Alors, avant de voir les outils adaptés pour la mesure des risques, quelques faits stylisés, hein, qui sont importants d'avoir en tête, avec donc un regard un peu historique sur les 100 dernières années. Alors, les données dont je vais vous faire part ici sont des données américaines, parce que c'est sur le marché américain qu'on a aujourd'hui les meilleures données, hein, parce que c'est depuis une centaine d'années le marché le plus liquide. Mais je vous donnerai également aussi quelques données sur la base du marché français. Voilà, alors allons-y. Je vais comparer avec vous donc plusieurs portefeuilles, plusieurs titres. D'accord. Alors, le Standard & Poor's, l'indice Standard & Poor's 500, qui est le principal indice sur le marché boursier américain. Alors, vous connaissez tous peut-être le Dow Jones. L'indice Dow Jones est très connu. C'est historiquement un des tout premiers indices qui apparaît aux États-Unis autour de 1850-1860. Donc, c'est un des premiers indices. C'est deux financiers, Dow et Jones, qui fondent cet indice-là. Donc, il y a plus de 150 ans maintenant. Donc, cet indice, c'est le plus connu, mais ce n'est pas le plus utilisé sur le marché américain parce que cet indice ne contient que 30 valeurs. Et puis, techniquement, on aura l'occasion d'y revenir, mais l'indice n'est pas forcément bien calculé. En revanche, la vraie référence sur le marché américain, c'est le Standard & Poor's 500, l'indice Standard & Poor's 500 avec les 500 plus grandes capitalisations américaines. Donc, ça, c'est notre premier portefeuille. On aura également un portefeuille de petites capitalisations, donc des petites entreprises qui sont cotées sur le New York Stock Exchange, donc la bourse qui se situe bien sûr à Wall Street, comme vous le savez. On va comparer cela à un indice monde, l'indice MSCI. Et puis, on va avoir également, on va suivre les performances sur le marché obligataire. Alors, on a pris des obligations à long terme, hein, sans risque, hein, notées AAA. Et on a également pris la performance des bons du Trésor américain à 3 mois. Okay, donc, vous avez une référence à long terme, une référence à court terme. Et dernière chose, on va considérer l'indice des prix à la consommation. Okay, et donc, on va essayer de comparer tout ça sur longue période, hein, sur une période d'à peu près 100 ans. Okay, et donc, ce que je vais vous montrer, c'est la performance de ces différents placements. Okay, en faisant l'hypothèse qu'il n'y a pas de coût de transaction, pour simplifier l'analyse, et en supposant aussi que l'on réinvestit systématiquement les dividendes et les intérêts. Donc, on pourrait consommer ces dividendes et ces intérêts. En pratique, ça peut être le cas, mais pour avoir une vision d'ensemble des performances, il faut considérer au contraire que ces dividendes et ces intérêts sont réinvestis. Ça vous va? Alors, je vais vous poser la question à tous. Hein. À votre avis, quel est le placement qui, sur les 100 dernières années, hein, vous allez voir, les données remontent à 1925, donc à peu près sur les 100 dernières années, quel est le placement aux États-Unis en dollars qui a eu les meilleures performances sur toute la période? Je vous écoute. Allez-y, vous pouvez intervenir. Hein, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Allez-y. D'après vous, quel est le placement qui a le mieux performé? Les obligations. Les obligations, vous me dites? Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, je dirais les bons du Trésor à 3 mois.
Les bons du trésor, ok, obligations, bons du trésor. D'autres idées? Personne d'autre tente sa chance? Bon, eh bien, vous vous trompez. C'est pas très grave, mais merci pour vos réponses. Non, ce n'est ni les obligations ni les bons du trésor à 3 mois. Les titres de dette ont été beaucoup moins risqués, beaucoup moins volatiles. On va définir la volatilité rigoureusement un peu plus tard. On va voir comment ça se mesure. Mais leurs performances ont été assez faibles. Les bons du trésor, c'est ce qui a été le moins performant sur les 100 dernières années aux États-Unis. Et le deuxième moins performant, c'est justement les obligations. Donc, le marché d'actions a une bien meilleure performance que le marché obligataire sur longue période, encore une fois, sur longue période. Et je suis surpris d'ailleurs que vous ayez répondu les titres de dette, parce que ça me semblait être assez largement connu. Hein, les actions surperforment. Alors, tout simplement, il y a cette idée que c'est cette idée du couple rentabilité-risque dont j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Hein. Plus les investissements sont risqués, et plus la prime de risque est importante, plus les performances sont importantes pour compenser donc ce niveau de risque. D'accord ? On a un peu abordé ce sujet dans le chapitre 3 et on a montré que pour détenir des actifs risqués, dans la mesure où, en moyenne, les investisseurs ont de l'aversion pour le risque, eh bien, ils réclament une prime de risque. Et donc des rendements, des rentabilités, en l'occurrence, plus importantes. Donc non, ce n'est pas du tout les titres de dette qui ont le mieux performé sur la période, ce sont les investissements boursiers. D'accord ? Donc en action. Et à votre avis, lequel des trois, l'indice Standard & Poor's, les petites pas le small caps? capitalisations, vous avez raison, c'est les petites capitalisations, les small caps, qui ont le mieux performé parce que, en fait, ce sont, pour la même raison que tout à l'heure, ce sont les titres les plus risqués. Donc la performance a été plus importante et on le verra un peu plus tard. Alors pas tout à fait aujourd'hui. On va introduire un peu plus tard dans le chapitre 11 ou 12, je ne sais plus exactement. Mais en plus de la rentabilité, en plus de la mesure des risques, il nous faut aussi un troisième indicateur lorsqu'on veut apprécier des performances sur un marché boursier. Il faut apprécier la liquidité. Et en plus des primes de risque, il y a des primes de liquidité. Donc, pour accepter de détenir des entreprises de petite capitalisation qui sont moins liquides, les investisseurs en moyenne demandent des rentabilités plus élevées. Et donc, c'est ce qui explique aussi que les small caps aient, sur longue période, la meilleure performance. Donc, je vous montre ça maintenant. Vous avez le graphique ci-dessous. Si on considère 100 $ investis en 1925 sur un portefeuille composé des petites entreprises cotées à Wall Street, eh bien, notre portefeuille, en faisant l'hypothèse que les dividendes sont systématiquement réinvestis, eh bien, notre portefeuille, en 2017, presque 20 ans plus tard, sa valeur s'élève à 5,8 millions de dollars. D'accord ? Donc, une performance très importante, évidemment, sur la période, avec une composition des rentabilités. Les rentabilités qui se composent, on l'a vu, évidemment, dans les chapitres précédents. Donc, les petites capitalisations en numéro 1. En numéro 2, l'indice américain Standard & Poor's. En numéro 3, les actions internationales. En numéro 4, les obligations sans risque. En 5, les bons du trésor. Et vous remarquerez d'ailleurs que tous ces placements, sur longue période, ont dominé l'inflation, donc les performances en termes réels, pas simplement en termes nominal, mais les performances en termes réels sont positives. Hein. On est toujours au-dessus de l'inflation. D'accord ? C'est bon pour vous ? J'ai quelques petites remarques, mais n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à être un peu plus actif. Hein. Alors,
première remarque, on pourrait s'attendre à ce que les actions internationales aient une meilleure performance. Alors, pour quelle raison? On le verra un peu plus tard, mais parce qu'on a cette idée de diversification. Hein. Grâce à la diversification, on pourrait avoir de meilleures performances avec un portefeuille plus diversifié d'actions internationales. Alors, ce n'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici parce qu'en fait, sur cette période-là, les États-Unis sont de très loin le pays dont les performances économiques sont les meilleures. Donc attention, hein, quand je vous présente ce graphique-là, il faut bien garder en tête que c'est valable pour les États-Unis. Est-ce que c'est généralisable à d'autres pays? Bien, ce n'est pas forcément évident. Hein. Sur les 100 dernières années, les États-Unis n'ont pas connu de guerre sur leur territoire, ont une croissance économique très importante, une certaine aussi solidité financière. Il n'y a pas eu de crise de dette souveraine, il n'y a pas eu de crise de change. Donc, voilà, ayez quand même bien ça en tête. C'est spécifique aux États-Unis. Évidemment, hein, si on regarde les pays émergents, on n'a pas forcément ce même résultat. Et même en Europe, en raison bien de la Seconde Guerre mondiale notamment, on peut avoir des choses très différentes avec une inflation qui a été dans certains pays beaucoup plus forte et des performances économiques qui ont été beaucoup plus heurtées. Donc, toujours, hein, on prend l'exemple des États-Unis, mais cet exemple des États-Unis n'est pas forcément généralisable. C'est un exemple très, très particulier. Donc, ça, c'est ma première remarque. C'est une petite parenthèse. Autre remarque, vous voyez bien que même si les petites capitalisations ont surperformé, si on regarde dans le détail, eh bien, à nombreuses reprises, on a eu des crises. Hein. Entre 68 et 74, les marchés boursiers ont perdu 63% de leur valeur pour ce qui est du Standard & Poor's, 37% pour ce qui est des petites capitalisations. D'accord? En 87, en octobre 87, vous avez peut-être en tête ce mois d'octobre 87 qu'on a appelé le mois d'octobre noir parce qu'on a une crise sur les marchés boursiers américains et sur les marchés boursiers dans le monde suite à cette chute du marché US, moins 34%, moins 30%. Avec l'éclatement de la bulle Internet, également, on a les petites capitalisations ont subi entre 2000 et 2002 une baisse très importante. Et puis avec la crise des subprimes, vous savez que les marchés boursiers également se sont effondrés. Donc vous voyez qu'on peut avoir des baisses significatives très importantes sur les marchés boursiers. On n'a pas tant d'écart. On n'a pas tant d'écart lorsqu'on regarde les bons du Trésor ou le marché obligataire. Vous voyez très bien sur ce graphique que les évolutions pour les titres de dette sont beaucoup plus lisses. J'ai parlé des crises les plus récentes, mais j'aurais pu évoquer évidemment la crise de 1929 également, hein, avec une perte de 92% pour les petites capitalisations. Mais malgré cela, sur le long terme, les petites capitalisations dominent. Donc vous voyez, hein, on voit à partir de données, ce sont des faits, hein, il n'y a pas d'hypothèse sous-jacente vraiment très contraignante ici. Hein. Sur le long terme, on voit bien ce lien qu'il y a entre le risque et la rentabilité. D'accord? C'est donc ce couple qu'il est important de bien comprendre. Et c'est donc un des grands apports de Markowitz d'avoir insisté sur ce lien. Bon, je poursuis. Ici, vous avez les mêmes données représentées différemment. Alors, dans chaque cadran, vous avez un seul titre, un seul portefeuille. Non, excusez-moi, je me reprends. Non. Dans chaque cadran, vous avez 4 portefeuilles. Ça nous permet de les comparer, mais sur des horizons de temps différents. Non pas sur une période de 100 ans, comme tout à l'heure, mais sur une période d'1 an, 5 ans, 10 ans et 20 ans. Et vous voyez bien hein, et que sur une période d'1 an, sur une période à très court terme, les petites capitalisations en vert ou l'indice Standard & Poor's en noir ont très souvent des performances bien inférieures aux obligations, aux bons du Trésor. Hein. Vous voyez cela ici, je le marque avec ma petite flèche.
C'est beaucoup moins vrai lorsque lorsque vous adoptez un horizon de placement plus important, avec un horizon à 20 ans. Il est beaucoup plus rare, et en l'occurrence, ça n'arrive même ça n'arrive pas, je crois, hein, avec un horizon de 20 ans, les actions surperforment toujours les bons du Trésor, dans le cas des États-Unis, encore une fois. Donc, tout va dépendre, bien sûr, de l'horizon de placement. Alors, ce résultat-là, il est évidemment important en économie lorsqu'on parle bien des fonds de retraite, de la retraite par capitalisation. La retraite par capitalisation, elle est fondée sur cette idée justement qu'à long terme, les performances boursières sont meilleures que les performances sur le marché monétaire ou obligataire. Alors, on ne va pas aborder tellement ici ces systèmes de retraite par, par capitalisation, mais vous voyez bien que ces données sont un élément important, majeur de la discussion. Voilà pour quelques données donc, sur le marché américain. Maintenant, quelques données sur le marché français. Alors, j'ai un collègue qui travaille aujourd'hui à Toulouse, dans l'école Toulouse Business School, donc à Toulouse. C'est David Lebris, qui est économiste et historien et qui a collecté donc les informations sur les marchés boursiers en France de manière à reconstituer l'indice CAC 40 depuis 1854. Donc, il y a un effort considérable qui a été réalisé par David Lebris pour reconstituer à partir de données d'archives l'indice CAC 40 qui officiellement n'est créé qu'en 1988. Donc, c'est la ligne verticale que vous voyez ici. Donc, à partir de 88, on a l'indice CAC 40. Avant cela, on a un indice CAC 40 reconstitué. D'accord. En plus de l'indice CAC 40, on a à notre disposition, il a pu récupérer les emprunts d'État, d'accord. Donc, un titre obligataire, avec bien sûr les intérêts, les coupons qui sont réinvestis. Et puis ici, on va comparer avec le cours de l'or à Paris, pour lequel également on a des données à partir donc de 1900 à peu près, un peu plus tard. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on observe des choses assez similaires à ce qu'on a pu observer sur le marché américain. L'indice CAC 40 surperforme les emprunts d'État, surperforme aussi le cours de l'or, en fait, qui est fixé sur le tout début de période, pendant le Second Empire, qu'importe. Donc, on a une surperformance du CAC 40 par rapport aux autres placements pour lesquels on a des données. Mais vous voyez que la différence, en revanche, est beaucoup plus faible que pour le marché américain. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Lorsque on observe un autre marché que le marché américain, les résultats sont beaucoup moins clairs. C'est le cas en France, avec donc, eh bien, des résultats qui sont très proches entre les performances du marché boursier et les performances donc, sur les emprunts d'État. Première chose. Deuxième chose, vous voyez que l'inflation en France a été aussi beaucoup plus importante. C'est la surface grisée. L'inflation en France a été beaucoup plus importante qu'aux États-Unis. Et donc, dans les années 70, si on prend un portefeuille construit en 1874, 100 ans après, en 1974, eh bien, ce portefeuille a une performance réelle, donc corrigée de l'inflation, qui est négative. Vous le voyez ici. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que les résultats obtenus précédemment sur le marché américain ne sont pas toujours généralisables. Là, sur une période pourtant très longue, 100 ans, entre 1854 et 1974, 120 ans, on a une performance réelle qui est négative pour l'indice CAC 40. Voilà. Donc, voilà quelques données sur le marché français. OK? Donc la première section, c'était pour introduire un peu ce couple rentabilité-risque, cette notion importante qui est fondamentale en finance. Maintenant, on va proposer bien, des mesures du risque et de la rentabilité. D'accord ?
Donc, ce sont des choses que vous connaissez et que je vais rappeler avec vous, hein, puisque j'en suis sûr, vous avez tous quelques notions en statistique. Mais je vais rappeler tout cela ici en commençant par donc, euh, euh, les densités de probabilité. Donc, on va considérer ici la densité de probabilité d'une action, hein, qu'on a appelée BFI. D'accord, c'est une action purement fictive, hein. Son prix actuel est de 100 euros et dans un an, cette action peut prendre trois valeurs différentes. En pratique, évidemment, la distribution est continue. Ici, on fait l'hypothèse d'une distribution trinomiale, hein, pour simplifier les choses, hein. Si tout va bien, le prix dans un an sera de 140 euros. En revanche, si la conjoncture est mauvaise, le prix sera de 80 euros. Et puis, voilà, si eh bien, il y a un statu quo économique, je dirais, le prix sera de 110 euros. D'accord. Eh bien, pour chacun de ces états de la nature, on peut évidemment très simplement calculer la rentabilité, ça ne pose aucun problème, hein. Mais surtout, pour chacun de ces états de la nature, on peut avoir une probabilité associée. Donc ici, on a pris encore une fois des chiffres très simples, hein. 25% que ça aille très bien, 25% que ça aille plutôt mal, 50% pour le statu quo. Voilà notre densité de probabilité qui est ici très simple dans le cas d'un modèle trinomial. Okay. Vous voyez dans la figure 10.3 la représentation graphique. Alors, si on avait une distribution continue, on aurait quelque chose qui ressemble un peu à une courbe en cloche, hein. Alors, pas forcément une loi normale, on en parlera plus tard, mais quelque chose voilà, qui ressemble avec une courbe en cloche, avec une rentabilité espérée qui se situe au niveau le plus haut atteint par la courbe ou à proximité de ce niveau. Ici, la rentabilité espérée est de 10%. D'accord. On a une distribution qui est symétrique avec une rentabilité espérée de 10%. J'insiste, hein, sur le côté symétrique de cette distribution. Bien sûr, là encore, c'est une distribution complètement fictive. On a simplifié les choses. On verra un peu plus tard que les distributions peuvent bien sûr être asymétriques et notamment avec une probabilité de perte importante plus élevée qu'une probabilité de gain important, hein. C'est assez caractéristique des marchés boursiers, hein, ce type d'asymétrie avec des fortes baisses plus probables que de fortes hausses. Okay. Donc, à partir de cette distribution de rentabilité, on peut calculer la rentabilité espérée. La rentabilité espérée, elle se calcule très simplement. C'est la somme pondérée des rentabilités, pondérée donc, par eh bien, les probabilités associées. Donc, dans le cas de l'exemple précédent, hein, le calcul est très simple, hein. On avait eu 25% de chance d'avoir une rentabilité de moins 20%. D'accord. Excusez-moi, je vais le pointer ici. 25% de chance d'avoir une rentabilité de moins 20%, 50% de chance d'avoir une rentabilité de 10%, et puis 25% de chance d'avoir une rentabilité de 40%, ce qui donc en moyenne, mais c'était dit tout à l'heure, hein, conduit à avoir une rentabilité donc, espérée de 10%. Okay. Donc, on mesure les rentabilités espérées. Ça va être notre indicateur de gain ou de perte, hein, lorsque c'est négatif. Et puis, il faut aussi mesurer donc le risque. Et le risque, on va mesurer cela en utilisant la variance. Alors, l'écart type en l'occurrence. Mais cet écart type, il nécessite que l'on calcule au préalable la variance. Alors, qu'est-ce que c'est que la variance? Je vous le rappelle, hein, mais vous le savez très bien, hein, c'est l'écart moyen, enfin, c'est la somme des écarts à la moyenne. L'écart type, hein, comme son nom l'indique, c'est un écart typique, j'ai envie de dire, hein. C'est un écart moyen à la moyenne. J'utilise là des termes un peu approximatifs, hein. Vous avez la formule sous les yeux. Comment on calcule la variance? On fait donc la somme toujours pondérée par la probabilité, par les probabilités, la somme pondérée par les probabilités de l'écart à la moyenne
au carré. D'accord, hein, vous connaissez tous ce calcul. Vous avez tous calculé des variances. Et puis, pour obtenir donc l'écart type, qui est une forme d'écart moyen à la moyenne, eh bien, on va prendre la racine carrée de la variance. OK? Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que c'est bon pour vous, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, s'il y a des choses dont vous ne vous souvenez plus sur ces mesures de probabilité. OK? Ouais, c'est clair, monsieur. D'accord. Donc, Non, c'est ok. c'est parfait. Donc, ici, je vous donne l'application numérique. Entraînez-vous, hein, faites le calcul chez vous pour vérifier que vous avez bien compris, hein. Mais si, à partir des données précédentes, on veut calculer donc l'écart type, eh bien, on commence par calculer la variance. La variance, je le rappelle, c'est bien la probabilité fois l'écart à la moyenne, l'écart à l'espérance de rentabilité, le tout au carré. Donc, on fait ça. Ici, on a une distribution trinomiale. Hein, on fait ça 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois. Ça nous permet de calculer la variance. Le problème avec la variance, c'est que dans la mesure où on a des écarts au carré, eh bien, on n'a pas d'unité spécifique pour la variance. En revanche, si on prend la racine carrée, on obtient l'écart type qui s'exprime donc dans la même unité que la variable aléatoire. Donc, nos variables aléatoires, ici, ce sont des rentabilités. Les rentabilités sont en pourcentage, donc l'écart type est lui aussi en pourcentage. D'accord. OK. Alors, allons-y. Je vous demande là, donc je ne vous mets pas le résultat. Faites-le. On va le faire ensemble. Mais voilà, il faut s'entraîner, même si c'est très simple. Ça vaut le coup de s'entraîner parce que souvent, on ne se rend pas compte des difficultés qu'il peut y avoir. Donc, je vous donne ici une action fictive, dont la rentabilité sera soit de 45%, soit de moins 25%. On suppose donc que les états de la nature sont équiprobables et je vous demande de calculer la rentabilité espérée et la volatilité. Donc, je vous laisse 1 minute pour le faire. Hein, prenez un papier, un crayon, mais ça vous permet aussi de ne pas trop vous endormir, d'être un peu actif. Faites-le, faites-le chacun chez vous et puis on corrige dans 1 minute. OK ? Alors, on y va. Quelqu'un me donne la solution? Monsieur, Oui, pour la rentabilité espérée, j'ai trouvé 10%. d'accord. Alors, donnez-moi la formule. On va le faire ensemble hein, pour vos camarades. Vous avez alors 0,5 Oui, fois 0,45. d'accord. Alors, 0,5, c'est la probabilité associée, hein, Oui, fois la rentabilité. Et puis, moins 0,25 ou bien plus 0,5 fois moins 0,25 si on veut. oui, je préfère que vous l'exprimiez comme ça. Vous avez bien fait de vous corriger. Ça permet de Ok. mieux comprendre, même si évidemment le résultat aurait été le même. Et donc, on obtient donc 10%. On a une rentabilité espérée de 10%. Très bien. Bon, ce n'était pas très compliqué, mais voilà. C'est Ouais. bien aussi de s'exercer le matin, de se réveiller un petit peu. Le calcul de l'écart type, qui veut me donner le calcul d'écart type? Alors, on va d'abord computer, excusez-moi, calculer la variance. Allez-y. Donc, pour la variance, hein, donc là, c'est l'espérance de rentabilité. Et pour la variance, vous voyez au tableau voilà. Pour la variance, je vous écoute. On fait la probabilité Voilà, d'accord. Donc 50%, hein, 0,5 multipliée par fois. la moyenne, donc la rentabilité espérée. Enfin, non, la rentabilité comment ça s'appelle? De l'action, donc D'accord. 0,45, Oui, vous avez raison. moins la renta espérée au carré. Voilà, moins 0,1. D'accord. Au carré. OK. C'est Et on ça. continue. Plus. Plus 50% Ouais. fois moins 0,25 moins 0,1, le tout au carré. D'accord. Très bien. Bon.
Bah, ça nous donne une variance. Alors, de tête, je ne peux pas vous la calculer, mais sur mes notes, on a une variance de 0,1225. On prend la racine carrée. Et donc, on prend la racine carrée. Et cela nous donne 35%. Donc, on a une volatilité de 35% pour une rentabilité espérée de 10%. Bon, ça, c'est évidemment assez simple, hein, mais c'est la base. Il faut bien sûr que vous maîtrisiez ça. Et vous allez voir que dans toute la suite du cours, on aura besoin de calculer des variances, des espérances. Et vous comprenez d'ailleurs aussi pourquoi je vous donne des exemples avec des distributions écu probables très simples, parce que sinon, un calcul de variance, ça peut être très long, hein. Si vous avez 10 états de la nature, ça peut être un peu long, c'est un peu fastidieux, et ça ne change rien à la compréhension du modèle. OK ? Est-ce que vous voyez bien mon tableau? Parce que ça, c'est un peu cette innovation du second semestre. Je me suis installé un petit tableau dans ma cuisine. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à Oui, bien lire? Oui, monsieur, oui, on voit on arrive, monsieur. très bien. OK, d'accord. Bon, bah, je continue à l'utiliser. Je reprends sur les diapositives. Voilà. Hein, je sais bien que ces exercices sont faciles, hein, mais ça permet de faire aussi des pauses pendant le cours. Ça vous permet d'être un petit peu actif. Voilà, ça nous permet aussi de prendre notre temps, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Si on représente maintenant nos deux distributions de probabilité, vous voyez, hein, elles n'ont pas du tout la même forme. Dans le premier cas, on avait une distribution qui ressemblait quand même un peu à une courbe en cloche. Ce n'est pas le cas dans le deuxième cas, mais parce que le deuxième cas est un cas vraiment très, très spécifique, très simplifié. OK. Alors, bon, ça, c'est pour les définitions et les mesures. Maintenant, on va considérer les rentabilités historiques. Les rentabilités et les volatilités historiques. Donc, on va prendre non pas des données fictives, mais les données sur le marché américain et sur le marché français pour calculer justement ces rentabilités et les niveaux de risque. Okay. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on calcule une rentabilité, il faut bien tenir compte des dividendes. Hein. Vous vous souvenez, hein, je crois que c'est le chapitre 9 de l'ouvrage, on a bien insisté sur le fait que la rentabilité, c'est la somme de deux composantes. Hein. D'une part, le rendement qui correspond donc au rapport entre le dividende et le prix, plus un taux de plus-value. Un taux de plus-value, alors la plus-value, elle peut être négative, dans ce cas-là, on parlera de moins-value. C'est pour mesurer le gain ou la perte en capital. Donc, on a ces deux composantes. Hein. Ici, avec ma petite flèche, vous le voyez bien, on a le rendement d'une part, plus la plus-value, le gain en capital. OK ? Et si vous voulez donc obtenir la rentabilité sur plusieurs périodes, par exemple sur 4 périodes, eh bien, vous composez ces rentabilités annuelles. OK ? Donc ça, c'est des choses qu'on a vues ensemble. Alors, juste très rapidement, on prend là des vraies valeurs. Hein, calculons la rentabilité effective de l'action totale. D'accord ? Cette action, c'est une des principales actions cotées à la Bourse de Paris. Donc, on a pris les vraies données de 2019. Donc, vous voyez que le prix varie. Hein, il varie quotidiennement, il varie même d'une minute à l'autre. Et puis, on a aussi enregistré donc, les dividendes pour l'action totale. Ah, excusez-moi. Et ici, on a calculé les rentabilités. Alors, juste ensemble, on va faire le premier calcul. On ne va pas tous les faire, hein, je vous les donne, les rentabilités, mais on va faire le premier calcul. Hein. C'est directement lié à ce qu'on vient de voir. Hein, pour être bien sûr, faites le calcul chez vous. Hein. Mais donc, pour calculer la rentabilité entre le 1er janvier 2019 et le 19 mars, eh bien, on a le 19 mars un prix de 51,54, d'accord, auquel il faut ajouter les dividendes, 64 centimes. Donc ça, c'est notre richesse au 19 mars, moins eh bien, le prix auquel on aurait acheté le 1er janvier cette action, 46
18 divisé donc par 46,18. D'accord? Et donc, on a bien une rentabilité de 12,99%. OK? Il y a bien les deux composantes dont on tient compte ici pour mesurer donc, les rentabilités. C'est important de tenir compte des dividendes réinvestis. OK? Alors, on peut faire ça évidemment pour chaque période. Donc, entre le 1er janvier et le 19 mars, puis entre le 19 mars et le 11 juin, entre le 11 juin et le 27 septembre, entre le 27 septembre et le 31 décembre, ce qui a été fait ici. D'accord? Vous voyez les résultats ici pour chaque sous-période. D'accord? Mais si on veut maintenant calculer la rentabilité de l'action totale sur l'année, eh bien, on va faire le produit des rentabilités. Donc, pour 2019, on va avoir donc, la rentabilité pour 2019. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal donc, à eh bien, 1 plus 12,99% fois 1 plus, alors plus, excusez-moi, moins, puisque ça a baissé, moins 5,14%. Fois 1 moins 0,44% fois 1 plus 3,84. Soit une rentabilité sur l'année de... Alors, il manque ici, parce que là, bon, alors, d'un point de vue technique, là, on a donc des coefficients multiplicateurs au fond. Donc, moins 1, bien sûr. Et donc, ça nous donne sur l'année 10,8%. OK? Pas oublier le moins 1. Ne faites pas l'erreur que je fais d'ailleurs souvent. J'oublie souvent de retrancher 1 quand je fais le calcul. Une erreur bête. Faites attention à ce type d'erreur d'inattention. Donc, on a bien 10,8%. Voilà pour la rentabilité sur l'année. OK, vous voyez l'écran? Je me déplace un petit peu. Voilà. OK. Donc, c'est un peu plus compliqué lorsqu'on doit calculer cela sur des indices parce qu'il faut prendre en compte les dividendes versés pour chacune des actions. Mais vous savez que lorsque vous construisez un indice, eh bien, chaque action est présente, mais pas de manière, ce n'est pas équipondéré, c'est pondéré par la capitalisation boursière ou par le flottant. Et donc, voilà, il faut tenir compte des pondérations lorsqu'on considère les dividendes. Et ici, dans cette colonne, les dividendes, ils ne sont pas exprimés en euros, mais ils sont exprimés en points d'indice. D'accord. Bon. Ça peut, voilà, tout ça pour dire qu'à partir de ces données, vous pouvez calculer la rentabilité effective chaque année pour l'indice CAC 40. Et ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est de comparer justement cette rentabilité effective. On ne va pas refaire le calcul, parce que vous avez vu, c'est très simple à faire. Mais on va comparer cette rentabilité effective avec la rentabilité effective de l'action totale. Et avec la rentabilité des obligations d'État, les OAT à 10 ans. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur une période de 20 ans, vous voyez qu'on a de temps en temps, malheureusement, des périodes où la rentabilité de l'indice CAC 40 est très négative. D'accord ? Moins 40% en 2008, par exemple. Mais on a aussi des années plutôt bonnes, 30% en 2019, 20% en 2012. Donc, on a un écart entre les années les moins bonnes et les années les meilleures qui est très importante. On ne retrouve évidemment pas un tel écart. On ne retrouve pas un tel écart. Pour les OAT, c'est beaucoup plus stable. Et puis, oui. Juste, j'avais une question. C'est dû à quoi la fluctuation de valeur de la rentabilité effective que vous venez de présenter? C'est dû à quoi? Les variations ici sont dues bien à la conjoncture économique. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. Là, on a typiquement l'éclatement de la bulle Internet. Donc, une baisse des prix
sur les marchés boursiers, donc des rentabilités négatives. Et puis après, ça s'améliore. Et bien, en 2008, vous avez la crise des subprimes. En 2011, vous avez la crise des dettes souveraines en Europe. Et puis, bon, si on avait 2020, on aurait la crise du Covid. Donc, c'est tout simplement fonction de la conjoncture. D'accord ? D'accord, très bien. Donc, on a des bonnes années, on a des moins bonnes années. Mais vous voyez que, évidemment, la première remarque, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus volatile que les bons du Trésor. Si on regarde l'action totale maintenant, eh bien, si on regarde les valeurs les plus élevées pour une action par rapport à un portefeuille, eh bien, le maximum pour le CAC 40, je crois que c'est 30% sur les 20 dernières années. Mais c'est 52% pour l'action totale. Et le minimum pour l'indice CAC 40, c'est moins 40. Et là, on a du moins 28. Alors, c'est un peu spécifique parce que l'action totale, vous savez, c'est une grande compagnie. C'est une valeur un peu défensive, l'action totale, parce que quelle que soit la conjoncture, vous avez besoin de prendre de l'essence pour aller au travail, pour aller chercher vos enfants éventuellement à l'école si vous habitez en province. Donc, Total, c'est une action assez défensive. Donc, quand la conjoncture est mauvaise, les actions Total baissent un peu moins que les autres. D'accord ? Mais on voit quand même que pour une action individuelle, l'ampleur des variations est généralement plus importante que pour un portefeuille diversifié. Ça, c'est mon premier point. Et puis, vous remarquez une chose importante, c'est que quand le marché boursier baisse, quand le CAC 40 baisse, l'action totale baisse aussi. C'est presque systématiquement le cas. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est presque systématiquement le cas. Vous voyez, moins 31, moins 5, moins 40, moins 28. Là, on est à 0, donc ce qui est quand même très faible, moins 5. Moins 13, bon, là, c'est positif, 4. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Comment ça s'appelle, ça? Ce lien qu'il peut y avoir entre les rentabilités de l'indice CAC 40 et les rentabilités de l'action totale, c'est tout simplement, on voit qu'il y a une corrélation entre les deux. Il y a un lien entre les deux, il y a une corrélation entre nos actions individuelles et notre portefeuille de marché. Et bien sûr, on va tenir compte de cette corrélation. Je vous montre ici les valeurs. On verra ça vraiment en détail. C'est le cœur de ce qu'on verra donc la semaine prochaine. C'est ce qui va nous permettre d'ailleurs d'avoir des méthodes de gestion des risques performantes. On va profiter justement de ces corrélations. Donc, ici, on n'en est pas encore là. On parlera un peu plus tard des corrélations. Mais vous voyez bien que si on représente les densités de probabilité pour chacun de ces titres, on a des choses très différentes. C'est représenté ici. Donc, on a vraiment fait le graphique à partir du tableau précédent. Les bons du Trésor, la densité de probabilité, on a pris une abscisse identique pour pouvoir vraiment bien comparer les choses. Mais la densité de probabilité pour les bons du Trésor, elle est très faible. Excusez-moi, ce n'est pas à partir de l'indice CAC 40, on aurait pu le faire à partir de l'indice CAC 40. Mais là, c'est à partir des données américaines. Donc, pour les bons du Trésor à un mois, l'amplitude des variations est faible. Elle est un peu plus importante pour les obligations sans risque, notées AAA. Elle est un peu plus importante encore, enfin, elle est bien plus importante encore pour l'indice Standard & Poor's. Et enfin, elle est très importante pour les actions de petite capitalisation. D'accord ? Excusez-moi, j'ai commencé à présenter cette diapositive en faisant référence à l'indice CAC 40. Mais là, on est sur le marché américain. Mais on aurait des choses très similaires sur le marché français. D'accord ? Donc, vous voyez comment les distributions peuvent être bien différentes d'un titre à l'autre. OK. OK, alors ce qui va nous aider à visualiser, non, mais pour résumer justement donc, ces distributions que vous avez ici, on va calculer un certain nombre d'indicateurs, notamment la rentabilité moyenne annuelle. La rentabilité moyenne annuelle, alors attention, on ne calcule pas une rentabilité effective, puisqu'on ne va pas tenir compte de la composition. On ne va pas tenir compte de la capitalisation, je veux dire. On va calculer une rentabilité annuelle moyenne en utilisant une moyenne arithmétique. D'accord ?
Donc, cette rentabilité moyenne annuelle, elle est de 18% pour les petites capitalisations, de 12% pour l'indice CAC Standard & Poor's, de 6% pour les obligues et de 3% pour les bons du Trésor. C'est bien ce qu'on représentait tout à l'heure en disant qu'il y avait évidemment un lien entre les titres, enfin une hiérarchie en termes de performance. Et lorsqu'on calcule la variance à partir de ces titres, de manière à calculer la volatilité, on retrouve la même hiérarchie. En numéro 1, les petites capitalisations. En numéro 2, les actions, ce qu'on appelle les blue chips, c'est-à-dire les grandes actions, donc celles du Standard & Poor's 500. En numéro 3, les obligues. En numéro 4, les bons du Trésor. Vous voyez bien ce couple rentabilité-risque. Je vais passer d'une diapo à l'autre. On a le même classement. Plus c'est performant, plus c'est risqué. Moins c'est risqué, moins c'est performant. Donc cette règle-là est extrêmement importante à avoir en tête. Enfin, cette idée-là, ce couple rentabilité-risque, il est à la base, encore une fois, je disais, de la finance de marché. Alors, on peut s'amuser à calculer la rentabilité, la variance et la volatilité pour l'indice CAC 40. Alors, à partir des données précédentes, donc sur une période de 20 ans, on ne va pas le faire parce que c'est un petit peu long. C'est des moyennes en plus. Donc, vous allez être capable de le faire vraiment chez vous. Si vous avez un doute, je vous donne les résultats, mais vous le vérifiez chez vous, ça ne pose pas de difficulté. La rentabilité de l'indice CAC 40 sur la période, sur les 20 dernières années, elle est de 5,6%. La rentabilité moyenne est de 5,6%. Quant à la volatilité, elle est de 20,3%. 5,6% de rentabilité et 20,3% de volatilité. Je vous laisse vérifier ça chez vous. Alors, on va maintenant introduire une nouvelle mesure qui est là aussi très importante, qui concerne non pas l'écart type. Alors attention, les termes peuvent parfois prêter à confusion. On va calculer non pas l'écart type, mais l'erreur type. L'erreur type, c'est le rapport entre l'écart type et la racine carrée du nombre d'observations. Ça va nous donner une idée de la précision de notre estimateur, notre estimation de la rentabilité. On a une rentabilité moyenne que l'on a calculée. Est-ce que cette rentabilité moyenne, elle est précise ou pas? Eh bien, pour répondre à cette question, qui est une question importante, bien sûr, on va calculer l'erreur type. Et vous voyez que plus la volatilité sera faible et plus l'erreur type sera faible. Mais il y a un autre aspect qui est que plus le nombre d'observations est important et plus l'erreur type est faible. D'accord ? Donc, lorsqu'on a un grand nombre d'observations, c'est la loi des grands nombres, eh bien, vous avez une estimation, donc en l'occurrence de votre rentabilité, qui est de meilleure qualité, qui est plus précise. Et à partir de cette erreur type, on peut également calculer un intervalle de confiance. Alors, si on suppose implicitement que la distribution est normale, l'intervalle de confiance à 95%, c'est la rentabilité moyenne historique plus ou moins 2 fois l'erreur type. OK. Rentabilité moyenne historique plus ou moins 2 fois l'erreur type. Ces histoires d'intervalle de confiance, vous avez déjà vu ça en statistique. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'intervalle de confiance pour nos mesures de rentabilité. Alors, on va prendre un exemple. Entre 1926 et 2017, donc la rentabilité moyenne pour l'indice américain, excusez-moi, a été de 12%, avec une volatilité d'environ 20%. Ça a été calculé précédemment. Okay. On va faire l'hypothèse que nos variations, nos observations sont
sont indépendantes et identiquement distribuées. Hein, c'est l'hypothèse IID. Hein. Encore une fois, ça vous rappelle des choses de vos cours de stats, j'en suis sûr. Et donc, on a un intervalle de confiance, comme on a 92 observations, on a un intervalle de confiance assez réduit. Hein, ce qu'on peut dire en première approximation, c'est qu'on a 95% de chances de se retrouver dans cet intervalle de 12%, plus ou moins 4%, 4,1. D'accord. Donc, on a 95% de chances que la rentabilité l'année prochaine se situe dans un intervalle compris entre 8 et 16%. Je répète, hein, on a 95% de chances pour que la rentabilité en 2021 se situe aux États-Unis, hein, pour l'indice Standard & Poor's, dans une fourchette comprise entre 8 et 16%. Alors, vous allez me dire, c'est une estimation assez large, hein, puisqu'on varie, évidemment, on passe du simple au double, hein, de 8 à 16%. Mais voilà ce qu'on peut faire en termes de précision pour l'indice Standard & Poor's à partir des données passées, à partir donc d'une centaine d'observations. Évidemment, on aurait un intervalle de confiance bien plus étroit si on mesurait l'intervalle de confiance pour le marché obligataire ou celui des bons du Trésor, parce que la volatilité est bien sûr pour ces titres beaucoup plus faible. C'est bon? Alors, allez-y. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai donné les valeurs pour l'indice CAC 40, donc sur 20 ans. Sur 20 ans, entre 2001 et 2019. Je vous demande de me calculer un intervalle de confiance. Donc, voilà, typiquement, hein, pour 2021, on est au tout début de l'année, donc on a très peu d'informations sur ce qui va se passer en 2021. Quelle peut être votre prévision a priori pour la rentabilité de l'indice CAC 40 avec donc un intervalle de confiance à 95%? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je ne vous ai pas demandé de le calculer parce que je vous disais que c'était un petit peu long. Je vous ai dit tout à l'heure que la rentabilité sur la période de l'indice CAC 40, la rentabilité moyenne, était de 5,6%, je crois. Attendez, que je me souvienne bien. Je vérifie, oui. 5,6% sur la période. Et puis, j'ai calculé la volatilité. Alors, comme il y a 20 périodes, c'était un petit peu long, donc je vous ai donné le résultat. Je vous ai dit que la volatilité des rentabilités était de 20,3%. Donc, ça, c'est l'espérance de rentabilité, la rentabilité moyenne. Et la volatilité, c'est 20,3%. OK, calculez-moi l'intervalle de confiance. Je vous laisse un petit peu de temps. On va d'abord calculer l'erreur type. D'accord? Dites-moi, alors l'erreur type, c'est combien? On va le noter sigma de R bar. Voilà. Comme ça qu'on l'a noté dans l'ouvrage pour la formule. Alors, l'erreur type, je vous écoute. C'est très simple. Hein. C'est l'écart type divisé par le nombre d'observations, la racine carrée du nombre d'observations. Voilà. C'est très simple, mais j'aime bien quand vous répondez parce que voilà, ça montre que vous êtes un petit peu actif. Donc, c'est comme vous l'avez dit, hein, l'écart type divisé par la racine du nombre d'observations. Alors ici, on a combien d'observations? On en a 19 hein, entre 2001 et 2019. Je dis 20 ans, mais c'est un abus de langage. Hein. On a 19 observations. Et donc, on a une erreur type de 4,7%, ce qui est beaucoup. Hein. Ce qui est beaucoup, pourquoi? Parce qu'on a peu d'observations.
On a très peu d'observations à notre disposition. Et donc, si on considère un intervalle de confiance à 95%, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour l'indice, donc l'intervalle de confiance, ça va être 5,6%, plus ou moins 4,7%. En gros, ça veut dire qu'on a 95% cette année de chance de se retrouver dans un intervalle entre 0 et 10%. Monsieur? Oui. C'est possible d'agrandir le tableau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et en plus, je vous ai écrit une bêtise au tableau. Donc, je vous ai écrit une bêtise. 2 fois. Oui, c'est 2 fois. C'est 2 fois l'erreur type. Donc, je reprends et je me corrige. L'intervalle, il n'est pas de 0 à 10%. L'intervalle, il sera plutôt, alors si on fait le calcul précisément, on a plutôt un intervalle compris. Alors, je mets des crochets pour l'intervalle. Donc, 5,6 moins 2 fois 4,7, ça fait 3, moins 3, alors je crois, moins 3,7%. Et donc 14,9. Donc, on va situer, on a 95%, je vais situer dans une fourchette comprise entre moins 3,7 et 14,9. OK. Merci. Je m'écarte un petit peu pour que vous voyez bien. C'est bon? Je reviens. Je m'écartais pour que vous puissiez voir. Et je reprends les diapos. Donc, encore une fois, notre prévision, elle n'est pas très précise. Si vous venez me voir et je vous dis, bon, voilà, ma prévision pour l'indice CAC 40, c'est entre moins 4 à peu près et plus 15%. Moins 4, plus 15%, il y a quand même un gros écart. Encore une fois, on ne peut pas faire mieux parce que l'indice CAC 40 est très volatile et parce qu'on a relativement peu d'observations à notre disposition. Ici. OK. Alors attention, j'ai bien insisté tout à l'heure sur le fait que pour calculer la rentabilité à moyenne, on ne prend pas les rentabilités effectives, mais on prend bien la moyenne arithmétique des rentabilités historiques. Okay. Bon, si j'ai des questions, je reviendrai sur ce point. Je vous ai dit qu'on faisait une pause toutes les heures, donc oui, je pense qu'il est raisonnable de faire une petite pause. On se retrouve dans 10 minutes, ok? Prenez un peu le temps. Donc, si vous voulez, moi, alors, je vais arrêter la vidéo. Et si vous voulez discuter aussi un petit peu entre vous, c'est tout à fait possible. Ok, donc on va reprendre maintenant sur cet arbitrage entre risque et rentabilité. On y va. Et on va surtout introduire différents niveaux de risque. Vous allez voir. Alors, ça, c'est un graphique très important. Moi, j'aime beaucoup ce graphique-là. Il est assez exceptionnel. Eh bien, on s'aperçoit que si on considère donc, les mesures précédentes de rentabilité et de volatilité historique, celles qu'on a calculées ensemble juste avant, et si on représente donc chaque portefeuille dans le plan, rentabilité, risque, eh bien, ces portefeuilles se retrouvent alignés presque parfaitement sur une droite. Ça, c'est vraiment un résultat très fort. On observe ce résultat-là qui est un résultat important. Ça va vous permettre, bien sûr, de simplifier les choses et de construire un modèle qui est le fameux modèle d'évaluation des actifs financiers, le fameux CAPM. Donc, vous voyez, là, on a donc les bons du trésor, peu volatiles, mais avec une rentabilité faible. Et à l'autre extrême, les actions de petite capitalisation, les startups, si vous voulez. Donc, avec une volatilité, un risque important, mais une rentabilité plus élevée, la plus élevée. Et donc, on a
cet alignement des portefeuilles dans le plan rentabilité-risque. Et cette façon de présenter les choses, encore une fois, hein, je disais, on la doit à Markowitz, hein, cette représentation dans le plan rentabilité-risque. OK. Alors ça, c'est ce qui se passe si on est au niveau des portefeuilles. Alors bien sûr, si on est au niveau des… Alors vous avez les données ici, hein, qu'importe. Si on est au niveau des titres eux-mêmes, hein, alors on a quelque chose de beaucoup plus flou, ce n'est pas le terme, mais disons beaucoup plus dispersé, évidemment. Mais ici, on a ajouté donc, au graphique précédent les actions de l'indice Standard & Poor's. D'accord ? Alors, on les a classées en 3 catégories, hein, parce que dans les 500 premières capitalisations américaines, bien, vous avez des très, 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 très grosses capitalisations, hein. Ici, les actions 1 à 50, c'est les petits triangles. Et puis, vous avez parmi les grosses, les moyennes parmi les grosses. Et parmi les grosses, vous avez aussi des petites grosses entreprises, hein, si vous voulez. Donc, celles qui sont entre les 400 et 500. Eh bien, vous voyez qu'on a le même lien entre rentabilité et risque, hein. On a plus de triangles à gauche en bas et plus de ronds en haut à droite. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins clair que lorsqu'on a des portefeuilles. Là, on a quand même un amas, hein. Vous voyez, par exemple, on a certains triangles qui se situent en haut à droite, alors qu'on a certains ronds qui se situent en bas à gauche. Donc, c'est évidemment beaucoup moins clair lorsqu'on a des titres individuels. C'est ce résultat entre la rentabilité effective et les volatilités historiques, ce résultat très clair, hein, que je précisais tout à l'heure, on l'a surtout au niveau des portefeuilles. Il y a bien plus d'aléas au niveau des titres. D'accord ? Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on voit aussi que bien, ce nuage de points, il est en deçà de ma droite. Les performances, hein, sont meilleures pour mes portefeuilles que pour mes points individuellement. Ça aussi, c'est évidemment une remarque importante à noter. D'accord ? Je pars des données, hein, pour après introduire donc, les concepts et les modèles. Mais c'est important de partir des données et de voir donc, ces quelques observations. Vous voyez bien ici le nuage de points. Il a une moins bonne performance. D'accord ? Vous comprenez bien, hein, où on se situe lorsqu'on veut une bonne performance. Quand on veut une bonne performance, on veut se situer là. On veut se situer au nord-ouest. Au nord-ouest, ça veut dire avec la rentabilité la plus élevée possible, hein, donc nord, et avec le moins de risque possible, parce qu'en moyenne, on est averse au risque, donc vers l'ouest. Donc, on veut se situer au nord-ouest, et vous voyez que tous mes points se situent plus au sud et plus à l'est que ma droite. Et donc ça, on va essayer de l'expliquer maintenant. Et pour expliquer cela, il va falloir introduire cette notion de risque commun et de risque individuel. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque individuel ? Eh bien, c'est un risque qui va être indépendant, qui va toucher, donc en l'occurrence, ici on a des firmes, mais ça peut être des individus au sens statistique, hein. Les individus vont être touchés indépendamment les uns des autres. Et le risque commun, c'est au contraire lorsque le risque touche au même moment tout le monde. Alors, les exemples, c'est très simple, hein. Le risque individuel, c'est un dégât des eaux ou un cambriolage. Le risque commun, c'est une inondation, une catastrophe naturelle. Okay. Vous voyez bien la différence. Si je prends des entreprises maintenant, vous pouvez me donner un exemple de risque commun qui a affecté toutes les entreprises? Alors, pas exactement dans la même mesure, mais qui a affecté largement beaucoup d'entreprises. Donnez-moi un exemple de risque commun. Un exemple récent, là, il y en a de très facile à imaginer. Naturellement, la crise sanitaire actuelle. Voilà, c'est un peu l'exemple que j'attendais. Évidemment, le Covid a eu un impact négatif pour toutes les entreprises. D'accord ? En revanche, si une entreprise, une usine subit un incendie, ben ça, c'est plutôt du
ressort du risque individuel. Donc, il faut bien comprendre ces deux notions. Okay, c'est très important parce que eh bien, on va pouvoir gérer assez facilement les risques individuels. Or, on aura plus de mal à gérer les risques communs. Donc, les risques individuels, on les gère comment? Par diversification, par mutualisation des risques. D'accord. En revanche, on ne pourra pas réduire le risque commun. Et généralement, qui va être en charge de la gestion du risque commun? Les risques individuels, donc c'est les assurances, le marché, c'est la finance qui va gérer le risque individuel. Mais le risque commun, qui le gère? Ça va être les banques centrales, non? Alors oui, si vous voulez, ça va être l'État. Ça va être les pouvoirs publics, si vous voulez. Donc les banques centrales, c'est un peu une émanation de l'État. Elles sont indépendantes en Europe, mais vous avez raison. C'est l'État, en dernier ressort, qui gère le risque commun. D'accord? Et donc la finance, les assurances, les marchés qui vont gérer le risque individuel. OK? Pour caricaturer un peu les choses. Alors, on va voir comment joue ce principe de diversification dans chacun des cas. Imaginez que vous êtes propriétaire de votre appartement et vous estimez qu'il y a 1% de chance de subir un cambriolage, un incendie. D'accord, bon, ici c'est un cambriolage. Et vous avez aussi 1% de chance de subir une catastrophe naturelle. Dans le premier cas, c'est du risque individuel. Dans le deuxième cas, c'est du risque commun. Bon, 1%, c'est très élevé. Hein. J'espère qu'on a moins de risques que cela, mais qu'importe. Ici, c'est pour avoir des chiffres faciles à manipuler. Dans les deux cas, vous perdez 100%. Okay. Dans les deux cas, vous perdez 100%. Si on veut calculer l'écart type dans le premier cas, d'accord. Enfin, d'ailleurs, dans le premier ou dans le deuxième cas, ça ne changera pas. Hein. Si on veut calculer l'écart type, donc, on applique la formule que l'on a précédemment. Vous avez 99% de chance de ne subir aucun dégât, 0. D'accord. Et vous avez 1% de chance de subir un dégât de 100%, donc 1. OK. Donc, on a un écart type de 9,95. D'accord. En termes de rentabilité. Hein. Okay. Soit vous perdez rien, 0, soit vous perdez 100%. Okay. Et comme on a 1% de chance de perdre, on avait on a donc un écart type de 9,95. Donc, c'est le même dans les deux cas. Mais si on se place du point de vue d'une société d'assurance, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose parce qu'en cas de risque, en cas de cambriolage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va devoir indemniser un assuré. Donc, avec une perte pour la société d'assurance, un coût pour la société d'assurance limité. En revanche, en cas de risque commun, en cas de catastrophe naturelle, il faut indemniser en même temps tous les assurés et donc pour une perte très importante pour la société d'assurance. Donc, nous, on va mesurer, justement pour pouvoir comparer les deux, on va mesurer bien l'écart. On va mesurer excusez-moi, je vais faire un lapsus. L'erreur type, d'accord? L'erreur type qu'on va calculer donc comme l'écart type divisé par eh bien, n, qui est le nombre de cas. Okay. L'erreur type, lorsque vous avez ici, je prends 100 000 assurés, l'erreur type, elle va être de 0,03%. Avec 100 000 assurés, vous réduisez considérablement votre erreur type, le risque en l'occurrence. Okay.
c'est le principe de diversification. Alors, bon, je ne suis pas sûr d'avoir été suffisamment clair. Je vais prendre un exemple. Ce sera peut-être plus simple. Un exemple que vous connaissez bien, qui est donc pas le loto, la roulette. Okay. Et on va voir comment justement les casinos peuvent limiter leurs pertes dans le cas du jeu de la roulette. Okay. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Je vous présente l'énoncé et après, on va travailler au tableau. Donc, vous connaissez tous le jeu de la roulette. Donc, au casino, au jeu de la roulette, vous avez donc des cases numérotées de 1 à 36. Et puis, vous avez le 0 et parfois aussi le double 0. Hein, ça dépend des casinos. Ici, on considère qu'il y a 2 numéros spéciaux, 0 et double 0. Vous ne pouvez pas parier sur 0 et double 0. D'accord ? Vous pouvez parier que sur les cases de 1 à 36. Et quand vous pariez sur les numéros 1 à 36, eh bien, vous gagnez 36 fois votre mise. Si, bien sûr, vous avez parié juste. D'accord ? Donc, voilà, je rappelle les règles pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du casino, le jeu de la roulette, mais c'est des règles qui sont très simples. Okay. On va s'interroger sur le profit espéré du casino. Le profit espéré du casino, vous savez, j'en suis sûr, qu'il est positif. Hein. Il est positif puisque le parieur reçoit 36 fois sa mise quand il gagne, mais la probabilité de gagner est de 1 sur 38. Donc, on a une espérance de gain négative pour le joueur, faiblement négative, mais elle est négative. Et on a un profit espéré pour le casino qui est positif. Alors, on va calculer ça précisément. On va aussi calculer l'écart type de ce profit. On verra qu'il est assez élevé, mais que l'erreur type, hein, je précise bien, pas l'écart type, mais l'erreur type va diminuer à mesure qu'on a évidemment beaucoup de joueurs. Et c'est là-dessus, c'est sur ce principe-là que se fonde le casino pour gagner de l'argent. Okay, et pour limiter les risques surtout. Donc, c'est symétrique au cas précédent, au cas des assurances. D'accord ? Ça vous va ? Vous avez l'énoncé en tête ? Je vais maintenant, pour que ce soit plus lisible, je vais écrire au tableau. Donc, je vais suspendre les diapositives un instant. Donc, on a, je vous disais, des cases numérotées de 1 à 36, plus 2 cases spéciales sur lesquelles vous ne gagnez rien. Donc, on a une chance sur 38 d'avoir le bon numéro. Donc, l'espérance du profit pour le casino, hein, on se place du point de vue du casino dans cet exercice. L'espérance du profit, on le calcule comment ? Je vous écoute. Alors, allez-y. Il y a une chance sur 38. Hein, il faut le faire avec moi, ce n'est pas très difficile. Hein. Il y a une chance sur 38 pour que le casino perde. D'accord ? Il y a 38 numéros, donc il y a une chance sur 38 pour que le casino perde. Et le casino perd combien dans ce cas-là ? Eh bien, comme on reçoit 36 fois sa mise, mais qu'il y a eu une mise de 1 euro, la perte du casino est de 35 euros pour une mise de 1 euro. D'accord ? Et puis, on a 37 chances sur 38 de gagner 1 euro pour le casino. Hein. Encore une fois, je prends le point de vue du casino. Ce qui fait une espérance de profit de 0,0500. Alors, il faut que je vérifie. 526. Hein. Évidemment, je ne calcule pas de tête. Donc, 5 centimes d'espérance de profit, c'est bien sûr très, très faible, sur chaque pari. 5 centimes d'espérance de profit, c'est positif, ça ne doit pas vous surprendre, on l'a dit tout à l'heure, dans la mesure où il y a justement ces numéros spéciaux. Alors, on va maintenant calculer l'écart type de ce profit. Donc, l'écart type du profit, d'accord, on y va. L'écart type du profit, c'est égal à quoi ?
Alors, c'est la racine carrée de la variance. Donc, cette variance, elle est égale à combien? Eh bien, on a une chance sur 38 de perdre. Donc, moins 35, moins eh bien, l'espérance de profit qu'on a calculée tout à l'heure, hein, 0,0526 au carré, plus 37 sur 38 fois 1 moins 0,0526 au carré. D'accord? Et ça vous donne donc un écart type pour le profit de 5,76. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, 5,76 €. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'écart type, il est très important. Par rapport à un gain moyen de 5 centimes, on a un écart type de 5,76. Donc, c'est évidemment très, très important. C'est assez risqué, hein. Imaginez que vous ne soyez pas au casino, imaginez que vous organisiez une roulette chez vous et que vous jouiez une seule fois, eh bien, vous risquez de perdre 35 € pour un gain de seulement 1 €. Donc, on voit que le risque est important. Le risque est important relativement donc, au gain espéré. D'accord. Maintenant, si on suppose que vous ne jouez pas une seule fois au casino, hein, vous ne proposez pas ce jeu une seule fois à un seul individu, mais à un grand nombre d'individus. Et donc, dans l'énoncé, on nous dit, bah voilà, imaginez que vous ayez 9 millions de paris identiques. 9 millions, c'est la valeur qui est donnée dans l'énoncé. Alors, on va calculer l'écart type du profit mensuel moyen. Si on a 9 millions de paris identiques chaque mois, hein, c'est l'énoncé, eh bien, l'espérance du profit mensuel, eh bien, c'est l'erreur type. Donc, c'est égal à quoi? C'est 5,76 divisé par 9 millions. Et là, évidemment, on réduit considérablement. La racine, monsieur. Oui, racine du nombre d'observations, racine de 9 millions. Et là, merci, hein, on réduit considérablement donc, le risque, puisqu'on obtient un résultat qui est égal à 0, alors il faut que je regarde sur mes notes, 0,019 €. Donc là, comparé évidemment au gain moyen, ça devient intéressant. On peut, pour mieux visualiser les choses et mieux les interpréter, on peut aussi s'intéresser donc à l'intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, c'est, souvenez-vous, donc la moyenne plus ou moins 2 écarts types. Faites attention hein, de ne pas oublier le 2 comme je l'ai oublié tout à l'heure. Donc l'intervalle de confiance, ça va être 0,0526 moins 2 fois 0,0019 0,0526 plus 2 fois 0,00 non, oui, c'est bon. 0,019. Ce qui vous donne donc un intervalle compris entre 0,0488 et 0,0564. Donc, vous avez 95% de chance pour chaque pari d'avoir une espérance de profit compris entre 4,9 centimes et 5,6 centimes. Vous voyez, s'il y a un grand nombre de paris, votre intervalle de confiance, il se réduit, votre estimation est de plus en plus précise, mais surtout, vous réduisez le risque. Alors, on a dit hein, qu'il y avait 9 millions de paris. Donc, si vous multipliez maintenant ces chiffres-là par 9 millions, hein, d'accord, parce que là, c'est pour chaque pari. Mais si vous voulez avoir un résultat en moyenne par mois, eh bien, en moyenne par mois, le profit du casino, il se situe entre 439 000
et 508 000 euros. 439 000, 508 000 euros. Hein, vous multipliez ces chiffres-là par 9 millions. 9 millions de paris, 439 000 euros, 508 000 euros. Donc, on a réduit considérablement le risque. Donc, vous voyez comment la diversification permet de limiter les risques. Là, j'ai pris l'exemple du casino. Hein, l'exemple symétrique tout à l'heure, c'était celui des assurances. On peut raisonner un peu de la même manière dans le cas des assurances. OK? Donc, c'est très important ici de considérer la diversification. Et encore une fois, on ne peut considérer la diversification que parce qu'on a des risques indépendants. Alors, lorsque vous jouez au casino, les paris sont tous indépendants les uns des autres. D'accord ? À ce propos d'ailleurs, juste une petite parenthèse comme ça. Imaginez que vous êtes au casino, vous observez un peu les choses avant de parier, et 3 fois de suite, le numéro 8 est tombé. Est-ce que vous pensez que la probabilité que le numéro 8 tombe une 4e fois est importante ou pas? Est-ce que vous êtes incité à parier sur le numéro 8? Non, on est totalement désincité à parier dessus. D'ailleurs, personnellement, je ne parierais pas dessus. D'accord. Bah, vous avez tort. En fait, ça n'a aucun rapport avec votre pari. Ça ne doit avoir aucun rapport avec votre pari. Ce qui est faux, c'est de penser. Ce qui est faux, c'est l'erreur est double en fait, potentielle. D'ailleurs, quand je vous pose des questions, c'est que je m'attends à ce que vous fassiez une erreur. Hein. C'est un peu un piège, hein, mais c'est pas. Mais merci d'avoir répondu, c'est pas grave. L'erreur potentiellement est double. La première erreur, c'est de dire parce que le numéro 8 est tombé 3 fois, il y a plus de chances que le numéro 8 ressorte. Ça, c'est complètement faux. Mais c'est tout aussi faux de penser que parce que le numéro 8 est tombé 3 fois, alors il y a moins de chances qu'il tombe une 4e fois. Ça aussi, c'est faux. C'est complètement indépendant. C'est complètement indépendant. Alors, bien sûr, il est très, très rare. Il est très, très rare que 4 fois de suite sorte le numéro 8. C'est très, très rare. Mais, compte tenu du fait que le numéro 8 est sorti 3 fois, eh bien, la probabilité pour que le numéro 8 sorte une 4e fois, elle est de combien? Elle est de 1 sur 38, comme pour tous les autres numéros. C'est ça le principe d'indépendance. D'accord? Je vous renvoie éventuellement à vos cours de stats lorsque vous calculiez des espérances conditionnelles. Je répète, la probabilité d'avoir 4 fois de suite le numéro 8, elle est très, très, très faible. Mais compte tenu du fait qu'il y a déjà eu 3 numéros 8 de sortie, de suite, eh bien, la probabilité pour qu'il y ait une 4e fois le numéro 8 qui sort est de 1 sur 38, comme pour tous les autres numéros. Okay. Parce qu'on a indépendance. C'est ça que ça signifie, l'indépendance. Alors, je vous pose une autre question, un petit peu similaire. Je vous pose une autre question. J'efface. Imaginez un titre, n'importe lequel. Et dans le temps, le prix de ce titre évolue de la manière suivante. Vous achetez ou vous vendez? Voilà, ça c'est l'évolution du prix dans le temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez ou vous vendez? Vous êtes. On vend là. Cette date 0. Vous vendez. Et d'autres? Bah oui. Et d'autres, peut-être d'autres souhaitent acheter, non? Vous êtes une majorité à vouloir vendre? Bah, ça dépend. Moi, si j'ai besoin de sous, ouais, je vends. Ah, bon, Si j'ai pas besoin, je laisse. D'accord. Mais voilà, on se dit que vous n'avez pas besoin, que c'est un placement pour vos vieux jours. Après, la seconde option, monsieur, c'est peut-être d'attendre que le cours continue à augmenter pour le vendre par la suite. Bon, là aussi, il y a un piège. D'ailleurs, c'est le même que tout à l'heure. On ne peut rien dire, en fait. On n'en sait rien. Puisque la distribution, les variations de cours boursiers sont indépendantes les unes des autres. Ça peut continuer à augmenter, ça peut baisser, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Les distributions, les variations de cours d'une période sur l'autre sont indépendantes. C'est exactement la même question que je vous ai posée sur la roulette.
Hein. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir. Il y a une chance sur deux pour que ça monte, une chance sur deux pour que ça baisse. Et ce n'est pas parce que ça a monté dans le passé que ça va continuer de monter. Et ce n'est pas parce que ça a monté très fortement dans le passé que maintenant ça va baisser. Mais souvent, l'erreur des investisseurs, hein, je parle des investisseurs, des particuliers hein, qui n'ont pas beaucoup de connaissances en finance, c'est de penser que les performances passées nous donnent des informations sur les performances futures. Ce n'est pas le cas. Hein. Mais c'est un biais qui est très répandu. Hein. On a tendance souvent à voir le futur comme une reproduction du passé. Donc, on a ce biais, c'est un biais qui est très largement partagé. Mais attention à ça, c'est un biais qui vous amène à conduire, c'est un biais qui vous amène à faire des erreurs lorsque vous investissez sur les marchés boursiers. À ce point-là du temps, on ne sait pas du tout comment va évoluer les cours de bourse futurs, hein, puisque les variations de cours sont indépendantes les unes des autres. On reviendra un peu sur ces éléments-là lorsqu'on abordera quelques éléments de finance comportementale. D'accord, au chapitre 13, à la fin du chapitre 13. OK. Voilà, bon, ça c'était un point. Donc faites attention, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Hein, ça veut dire, d'ailleurs, si vous allez chez votre banquier, demander des prospectus pour vous informer sur les différents placements que votre banque propose, vous aurez cette note qui est une note obligatoire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est obligatoire de le mentionner sur les prospectus d'information lorsque on vous vend des produits financiers. C'est la même idée que sur les paquets de tabac. Vous voyez, quand sur les paquets de tabac, on vous indique que fumer tue, d'accord, ou fumer nuit aux femmes enceintes ou à votre entourage. Bon, bah, c'est la loi qui impose ces mentions, ces avertissements. Eh bien, vous avez la même chose sur les publicités pour des placements financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Hein, les relations sont indépendantes. OK. C'est bon? Alors, je continue de partager mon écran. Bon, cet exemple sur la diversification et le jeu dans les casinos, c'est un exemple que je trouve moi assez intéressant. J'espère que c'est OK pour vous. Alors maintenant, la diversification, on revient à des portefeuilles d'actions. Alors, on ne va pas parler de risques individuels et de risques communs hein, lorsqu'on parle d'actions, même si ce sont des termes qui seraient acceptables. On va plutôt parler de risques spécifiques. On dit parfois aussi risque idiosyncratique. Risque spécifique, risque idiosyncratique. C'est un risque qui est individuel. D'accord. Et par opposition à cela, le risque commun, on va l'appeler le risque systématique ou le risque de marché parfois également. Donc, distinguez bien risque spécifique ou idiosyncratique ou individuel, d'une part, et d'autre part, le risque systématique, le risque de marché, le risque commun, d'autre part. Donc, des exemples de risques systématiques, bien, quand la Banque centrale annonce une baisse des taux directeurs, quand il y a un conflit, un attentat terroriste, quand il y a la crise du Covid. Hein, des exemples de risques spécifiques, à l'inverse, c'est des risques qui touchent une entreprise. Ça peut être le dépôt d'un brevet, le versement d'un dividende. D'accord ? Et cette catégorie de risques spécifiques, elle a l'avantage d'être diversifiable. Et donc, on peut gérer ce risque par diversification, un peu comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. En revanche, le risque systématique, il est non diversifiable. D'accord. Alors, on va considérer deux types d'entreprises. Une entreprise de type I, qui ne présente que du risque idiosyncratique, et une entreprise de type S, qui ne représente que du risque systématique. D'accord ? Alors, l'entreprise de type I a une rentabilité de 35% ou de moins 25%, et on considère que c'est équiprobable. Donc, en moyenne, la rentabilité de l'entreprise de type I est de 5%,
calculer la moyenne pondérée, c'est très simple. Et pour les entreprises de type S, la rentabilité, elle est soit de 40%, soit de moins 20%. Là aussi, c'est équiprobable. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si je combine plusieurs entreprises de ce type. D'accord? Si je combine plusieurs entreprises de ce type, comment bien, la volatilité de mon portefeuille varie avec le nombre de titres. C'est le graphique qui est présenté ci-dessous. Vous avez donc un portefeuille composé uniquement d'entreprises de type S. Dans ce cas-là, sa volatilité n'est pas affectée par le nombre d'actions. Ces entreprises-là, le risque systématique n'est pas diversifiable et on peut multiplier le nombre d'actions. Ça ne change pas la volatilité de mon portefeuille. En revanche, pour les entreprises de type I, eh bien, on peut réduire très fortement la volatilité en augmentant le nombre d'actions. Plus on augmente le nombre d'actions et plus on va réduire la volatilité. Je vais vous montrer ça avec l'exemple ci-dessous, enfin, le petit exercice ci-dessous. On va calculer la volatilité des rentabilités pour 10 entreprises de type S et 10 entreprises de type I. D'accord? Alors, l'espérance de rentabilité pour les entreprises de type S, souvenez-vous, on a moins 40%, ou non, excusez-moi, je me trompe. On a plus 40% ou moins 20%. Donc, comme c'est équiprobable, en moyenne, on a une espérance de rentabilité de 10% pour les entreprises de type S. Et donc, l'écart type des rentabilités, bon, je vais peut-être vous l'écrire au tableau, je vais arrêter ma diapositive. Donc, l'espérance de rentabilité, excusez-moi. L'espérance de rentabilité pour l'entreprise de type S, on ne voit plus très bien là, c'est bon. C'est donc, je vous ai dit 10%. Et la volatilité pour l'entreprise de type S, c'est donc égal à combien? On a 50% de chance, alors on va prendre directement la racine carrée, on a 50% de chance d'avoir 40%, donc moins l'espérance de rentabilité au carré, plus 50% de chance d'avoir moins 20%, moins 10% au carré. Et ça vous donne donc une volatilité de 30%. D'accord? En fait, c'est assez simple, puisque comme on a 10% en moyenne et qu'on a 40% d'un côté, 20% de l'autre, le calcul, il se fait simplement. On a 30% de part et d'autre. D'accord? Donc, comme toutes les actions S ont des rentabilités élevées ou faibles en même temps, alors on ne peut pas bénéficier de la diversification. Et donc, la volatilité de notre portefeuille, elle restera égale à 30%. Okay. Maintenant, si je prends les entreprises de type I, alors l'espérance de rentabilité pour l'entreprise de type I, alors c'était combien? C'était plus 35 ou moins 25. Donc, c'était équiprobable. Donc, 0,5 fois 35%, plus 0,5 fois moins 25%. Et donc, on a une espérance de rentabilité qui est égale à 5%. D'accord? Ça vous va? L'écart type maintenant pour les entreprises de type I. L'écart type, allons-y, toujours la même chose, 0,5 fois 35% moins 5% au carré, plus 0,5 fois moins 25% moins 5% au carré, ça me donne une volatilité identique de 30%, identique au cas des entreprises de type S1. Là encore, vous voyez bien, on avait
l'écart. Comme c'est un modèle binomial équiprobable, c'est assez simple, hein. On a l'écart entre 35 et moins 25. Cet écart, il est au total de 70 divisé par 2, 30%. Hein. Ça se calcule ça simplement, l'écart type. D'accord. Hein, je vais un peu vite ici. Il y a un calcul de racine carrée. Ça paraît compliqué, mais on peut le calculer de tête très simplement. L'écart entre 35% et moins 25% est de 70%. Donc, on a une amplitude de 70% divisé par 2. Ça nous donne la volatilité. Mais bon, ce qui est important, c'est que si on mesure donc l'écart type pour un portefeuille composé de 10 titres, hein, si on a 10 titres, alors l'écart type, il sera de combien? Eh bien, il sera de 30% divisé par racine de 10. 30% divisé par racine de 10, ça fait 9,5%. Donc, vous voyez, hein, on divise par 3 la volatilité de notre portefeuille lorsque l'on a 10 titres avec donc, des risques indépendants. Okay. Donc, c'est comme ça, hein, c'est exactement comme ça qu'on a construit la figure que je vous ai présentée précédemment. OK. Je poursuis. Donc, je remets. Monsieur, juste, j'ai peut-être pas suivi en entier, mais pourquoi on n'a pas calculé l'erreur type pour les sociétés S, pour la société, les actions S? Alors, encore une fois, là, je l'ai dit rapidement, on ne le fait pas parce que ils n'ont pas un risque indépendant. Donc, on ne peut pas faire ça. Ah, oui, ok. Souvenez-vous, dans la diapositive, alors je l'avais mentionné, mais c'était il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, ce n'est valable que si, hein, cette formule-là, elle est valable que si les événements sont indépendants. Et ce n'est pas le cas pour les entreprises de type S par définition. Hein. C'est comme ça qu'on les a considérées, les entreprises de type S. On a dit elles sont toutes affectées en même temps. OK? Ok, d'accord, ok, ça marche, merci. Et donc, qu'est-ce qui va découler de tout cela? Eh bien, la conclusion de tout cela, c'est que puisque ce risque individuel peut être géré, réduit, voire même annulé, hein, si on a un grand nombre de titres, quasiment on va annuler le risque, eh bien, ce type de risque individuel n'est pas rémunéré. On ne rémunère sur le marché que le risque systématique. Je dis autrement, la prime de risque est nulle lorsque le risque peut être annulé. Il n'y a aucune raison de payer une prime de risque lorsque le risque peut être annulé. Et il est annulé ici grâce à la diversification. Donc, les primes de risque, elles ne portent que sur le risque de marché. Okay. La prime de risque, elle est liée uniquement au risque systématique. Okay. Donc, ce qui compte quand on mesure le risque d'une entreprise, ce n'est pas sa volatilité, c'est son risque systématique. La volatilité, en gros, il y a deux composantes, une composante systématique, une composante spécifique. Mais la composante spécifique, elle peut être gérée grâce à la diversification dans le cas d'un portefeuille donc diversifié. Et ce qui compte simplement, c'est son risque systématique. Donc, c'est voilà, un des éléments importants, encore une fois, un des éléments de base en finance de marché. Est-ce que ça vous va comme interprétation? Donc, il faut bien le retenir, ce point-là. Hein. On ne rémunère que le risque systématique. Et ce qui compte, ce n'est pas tant la volatilité, mais le risque systématique et le lien avec le risque systématique. OK. Alors, juste pour vérifier que vous avez vraiment bien suivi, vous allez me dire parmi les propositions suivantes, est-ce que c'est du risque diversifiable ou est-ce que du risque systématique? C'est vraiment facile. Le fondateur d'une entreprise part à la retraite, est-ce que c'est du risque systématique ou du risque diversifiable?
Allez-y, c'est très simple. Vous n'osez pas prendre la parole, hein, soyez pas trop timide. Bon, allez. Je dirais A. Diversifiable. Oui, le A est diversifiable. Le B n'est pas diversifiable. Hein, les variations du prix du pétrole, c'est un effet un peu systématique. Ça touche à peu près toutes les entreprises. C, c'est diversifiable également. Et le D ne l'est pas. Thématique. OK. OK. Alors, juste une petite remarque sur les bénéfices de la diversification. Hein, j'ai beaucoup insisté sur les bénéfices de la diversification qui permettent de réduire les risques. Je dois juste ajouter comme remarque, attention, ce bénéfice de la diversification, il a tendance à disparaître, en tout cas à être moins important en période de crise, en période de krach boursier. Hein, lorsqu'il y a un krach boursier, on perd les bénéfices de la diversification. Pourquoi? Parce que justement, c'est la composante systématique qui l'emporte. Hein, vous voyez ici, sur ce graphique, la volatilité moyenne pondérée des titres individuels et la volatilité de l'indice Standard & Poor's. Et la différence entre les deux, c'est les gains liés à la diversification. Vous comprenez bien? La courbe, enfin la surface claire, en vert clair, c'est la volatilité moyenne sans les bénéfices de la diversification. Donc, c'est la moyenne des volatilités des titres individuels. Et en vert foncé, c'est la volatilité de l'indice Standard & Poor's, donc qui, justement, vous fait bénéficier de la diversification. Donc, par rapport aux titres individuels, vous voyez qu'en moyenne, on réduit à peu près de moitié la volatilité en ayant un portefeuille diversifié. D'accord? Mais ce gain, vous voyez qu'il est beaucoup plus faible en période de crise. Il existe encore, mais il est plus faible en période de crise. Par exemple, dans la crise de la zone euro, vous voyez, il y a peu d'écart entre la volatilité moyenne pondérée des titres individuels et la volatilité du portefeuille de marché. Okay. Donc voilà, c'est juste une remarque, mais d'ailleurs qui se comprend très bien, hein, sur les gains en termes de diversification. Attention, les gains en termes de diversification, ils sont moindres en période de krach. Et c'est pourtant là où on en aurait le plus besoin. Donc, c'est quand même un point important à noter. Alors, comment on va mesurer le risque systématique? Le risque systématique, ça va être le risque du portefeuille de marché. Le portefeuille de marché, c'est un portefeuille complètement diversifié. On parle aussi parfois de portefeuille efficient. D'accord? Et complètement diversifié, ça veut dire qu'il intègre tous les titres disponibles. D'accord? Si on veut qu'il soit parfaitement diversifié, complètement diversifié, il faut qu'il intègre tous les titres disponibles. Okay. C'est le portefeuille de marché. Chaque titre est présent dans ce portefeuille en proportion de sa taille, donc pondéré par sa capitalisation. Et donc, ce portefeuille qui est complètement diversifié, d'accord, eh bien, va nous permettre de mesurer le risque systématique. Hein, comme il est complètement diversifié, on a réduit le plus possible l'influence des risques individuels. Il ne reste que du risque systématique. D'accord ? Donc, on a comme ça une mesure, enfin, c'est quand même de fait en prenant par exemple l'indice CAC 40 ou l'indice Standard & Poor's. Alors, l'indice Standard & Poor's, l'indice CAC 40, ce n'est pas tous les titres, mais c'est les titres les plus importants. Donc, ça nous donne une bonne approximation de ce que peut être le portefeuille de marché. Et donc, ça permet de calculer le risque systématique. Et puis après, ce qu'on va chercher à mesurer, c'est la sensibilité de chaque action individuelle au risque systématique. Et c'est ce qu'on appelle le paramètre bêta. Le bêta d'un actif, hein, c'est la variation espérée de la rentabilité de cet actif
pour une variation de 1% du portefeuille de marché. Je reprends en donnant un exemple pour illustrer un peu plus. Quand le CAC 40 augmente de 1%, en règle générale, l'action totale augmente également. Ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas systématique, mais en moyenne, c'est le cas. Et l'action totale augmente en moyenne, pour une variation de 1% de l'indice CAC 40, eh bien, d'un certain facteur. C'est ce qu'on appelle le bêta. Généralement, le bêta est inférieur à 1. D'accord ? Et pour l'action totale, qui est relativement peu sensible, je vous l'ai dit, hein, à la conjoncture, eh bien, pour l'action totale, le bêta, il va être un peu plus proche de 0 que pour d'autres entreprises qui sont plus sensibles à la conjoncture. Okay. Donc, on va mesurer le bêta. Un petit calcul très simple dans le cadre d'un exemple ici, où vous avez un portefeuille de marché qui a donc une distribution binomiale avec donc une rentabilité de 47% lorsque l'économie est en hausse et une baisse, une rentabilité de moins 25% lorsque l'économie est en berne. Donc, on veut mesurer le bêta des actions de type S dans ces deux états de la nature. Et on veut mesurer le bêta d'une action de type I. Alors, le portefeuille de marché, il peut varier entre 47% et moins 25%. Donc, avec une amplitude de 47 moins 25, enfin 47, oui, moins 25, une amplitude de 72%. Alors que l'amplitude pour les actions de type S, elle est de 60%. Donc, le bêta, il s'exprime simplement, il se calcule simplement. C'est le rapport des deux. Hein, je vous rappelle, le bêta, c'est la variation des rentabilités pour une variation de 1% du marché. D'accord ? Donc, ça nous permet de calculer le bêta pour les entreprises de type S en rapportant les deux. Donc, on a une amplitude de 60% sur une amplitude de 72%. D'accord ? Donc, on a un bêta qui va être égal à 0,83. Donc, je vous le disais, hein, généralement, le bêta est inférieur à 1. Pour les entreprises de type I maintenant, les entreprises de type I ont uniquement du risque idiosyncratique. Alors, ces entreprises de type I, elles sont très particulières. Hein, et ici, c'est très abstrait comme approche. D'accord ? Ces entreprises de type I, bon, on ne les rencontre pas en pratique. Mais ici, dans notre présentation, on a fait l'hypothèse, une hypothèse forte, hein, qu'elles n'avaient que du risque idiosyncratique. Et donc, quel est le bêta de ces entreprises ? Eh bien, il est tout simplement nul. On a un bêta nul. OK. Maintenant, je vous présente ici quelques bêtas pour les entreprises du CAC 40 qui ont été mesurées donc, sur les 5 dernières années, à partir de rentabilité sur les 5 dernières années. Vous voyez, les bêtas sont souvent inférieurs à 1, pas toujours, hein, et on a des entreprises qui sont très sensibles à la conjoncture. C'est le cas de Renault, c'est le cas d'ArcelorMittal avec des bêtas supérieurs à 1. Et on a en revanche des entreprises plus défensives avec des bêtas inférieurs à 1. C'est par exemple donc, les grandes entreprises. On a Thales, hein, l'industrie de l'armement est peu sensible à la conjoncture. Veolia Environnement également un bêta assez faible, assez peu sensible à la conjoncture. D'accord ? Donc, vous voyez, hein, les bêtas varient beaucoup, hein, d'une entreprise à l'autre en fonction principalement du secteur d'activité. Okay. Voilà, j'ai pratiquement fini le cours. Il me reste juste à faire le lien entre ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on a vu précédemment dans les chapitres 1 à 9.
dans les chapitres 1 à 9, souvenez-vous, on a cherché à mesurer le coût du capital. D'accord ? Le coût du capital qui servait comme taux d'actualisation pour estimer la valeur actuelle de nos projets. Eh bien, le coût du capital, dans les chapitres 1 à 9, il vous était donné. Dans l'énoncé, je vous donnais le coût du capital. Eh bien, maintenant, vous êtes en mesure de calculer ce coût du capital à partir donc des bêtas, des taux sans risque et de la prime de risque du marché. Donc, je vous présente ici quelques relations importantes. La prime de risque du marché, elle se calcule comme la différence, par définition, entre l'espérance de rentabilité du portefeuille de marché et l'actif sans risque. Donc, ça ne vous surprendra pas, c'est la définition usuelle de la prime de risque que là, on applique donc au portefeuille de marché. D'accord ? À partir donc de cette prime de risque de marché, vous pouvez estimer le coût du capital d'un investissement. Le coût du capital d'un investissement, ça va être le taux sans risque plus le bêta fois la prime de risque du marché. D'accord ? Et donc, nous, ce qu'on a vu dans le cadre du cours aujourd'hui, c'est comment on calculait donc, ce bêta et cette prime de risque du marché en calculant l'espérance de rentabilité donc, du portefeuille de marché. OK ? Voilà, on aura l'occasion, alors là je le présente peut-être un petit peu rapidement, on aura l'occasion bien sûr de revenir sur l'estimation du coût du capital un peu plus tard, mais je tenais à faire dès à présent le lien, bien sûr, parce qu'il y a un lien très fort entre ce que vous avez vu précédemment et ce qu'on va voir au cours du semestre. Ce semestre-là, il est plus autour de la finance de marché, alors que précédemment, on avait plutôt des éléments de finance d'entreprise, mais il y a bien sûr un lien entre les deux aspects qui sont intimement liés. Voilà donc pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera du modèle d'évaluation des actifs financiers qu'on appelle le MEDAF, modèle d'équilibre ou modèle d'évaluation des actifs financiers. En anglais, c'est le CAPM, Capital Asset Pricing Model, et vous allez retrouver donc ces éléments-là la semaine prochaine. Voilà, mais je ne vais pas commencer un chapitre nouveau aujourd'hui. Je m'en tiens là pour la séance, pour cette première séance. Est-ce que vous avez des questions sur le cours Est-ce que vous avez des questions sur le cours? Non, ça a été monsieur. D'accord. OK, je vais arrêter l'enregistrement là. Et puis après, si vous avez d'autres questions sur la formation, sur comment on va s'organiser, j'y répondrai. Je reste un petit peu de temps avec vous. OK. Donc, merci. Et donc, à la semaine prochaine pour le chapitre 11.